Madame la Présidente, bonjour. Bonjour. Alors, on est dans les locaux du syndicat de la magistrature. Oui. On vous rencontre pour recueillir vos avis, vos opinions syndicales et de magistrats donc sur une réforme qui est en cours et en pleine évolution, qui est la réforme sur la garde à vue. Oui, si vous voulez, pour nous, c'est vrai que c'est un sujet d'actualité tout à fait brûlant. Et sujet d'actualité qui est brûlant depuis un moment déjà, puisque la réforme de la garde à vue était déjà comprise dans le projet de réforme de la procédure pénale par laquelle ce gouvernement voulait notamment supprimer le juge d'instruction en France. Et puis, suite à d'abord un vrai tollé du monde judiciaire, et puis aussi, j'espère, une réaction de nos concitoyens, on a abandonné le projet de suppression de juge d'instruction, mais on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas faire l'économie d'une vraie réforme de la garde à vue dans ce pays, et ça pour plusieurs raisons. D'abord parce que la France a été condamnée à de multiples reprises par la Cour européenne des droits de l'homme sur la question de l'illégalité de son régime de garde à vue. Ensuite parce que le Conseil constitutionnel lui-même a annulé les dispositions françaises en matière de garde à vue. Enfin parce que la Cour de cassation a joint sa voix à ce concert pour mettre en cause la garde à vue à la française. Et en plus de tout ça, on a eu un mouvement très net dans l'opinion publique pour dire que ça suffisait, que 800 000 gardes à vue dans ce pays, y compris quelquefois pour des délits véniels et sans réelle nécessité d'enquête, c'était insupportable. Et j'ai envie de dire, à la fois, il y a eu un consensus politique et puis une pression de l'opinion. Oui, alors d'ailleurs, ces gardes à vue, peut-être, étaient justifiées des statistiques. Alors oui, évidemment, la garde à vue était un moyen de mesurer l'activité des services de police et de gendarmerie. Et il y avait deux choses qui ont fait que le nombre de gardes à vue a explosé. Il y a eu d'abord cette volonté statistique, et puis il y a eu aussi l'application de la jurisprudence de la Cour de cassation qui disait si vous ne mettez pas les gens en garde à vue, vous les privez des droits afférents à cette mesure. Et donc quelqu'un qui a entendu son garde à vue ne sait pas qu'il peut avoir droit à un médecin, prévenir son employeur, etc. Et donc, il est défavorisé. Donc, on a, dans l'intérêt des gens, on les a placés en garde à vue. Et puis, c'est vrai que c'est devenu aussi une pratique d'habitude et de confort. Là, je parle à la fois en tant que syndicaliste magistrat, mais aussi en tant que magistrat du parquet. Les services de permanence dans les parquets, ce qu'on appelle le traitement en temps réel, sont absolument surchargés. Et il faut bien faire attendre les gens le temps qu'on prenne une décision, qu'on arrive à traiter leur procédure. La garde à vue donnait un statut à tous ces gens en attente de décision dans les commissariats de police ou dans les gendarmeries. Dans des conditions... Alors, dans des conditions un peu inhumaines, complètement déplorables. Le parquet a l'obligation de visiter les locaux de garde à vue une fois par an. Ça a été trimestriel au début, puis ce délai a été rallongé. Pour ma part, quand je procédais aux visites des locaux, c'était absolument désolant, puisque dans les commissariats, on sait que les geôles sont sales, insalubres, que les couvertures sont puantes et ne sont jamais lavées, malgré tout ce qui peut s'y trouver. Dans les locaux de gendarmerie, où quelquefois la peinture est mieux faite, dans beaucoup de gendarmeries de bâtiments anciens, les locaux de garde à vue ne sont pas chauffés. Moi, il se trouve que j'exerce en Moselle, si vous voulez, la compagnie de Château-Salin. Les geôles de garde à vue ne sont pas chauffées, ce qui fait que s'il fait moins 10 dehors, il fait 0 dans la geôle. Donc, ce genre de choses, évidemment, on les signalait à chacune de nos visites. Seulement, nous n'avons par la loi aucun pouvoir d'injonction. Donc, on faisait un rapport en déplorant ce mauvais état, et les chefs de service, police ou gendarmerie, nous disaient oui, mais vous savez bien que je n'ai pas de budget, ce qui est parfaitement exact. Et l'année suivante, on reconsidérait la même situation. Si on avait un peu de chance, on avait obtenu un nettoyage des couvertures. Qu'est-ce que vous attendez réellement d'une véritable réforme ? Alors nous, en tant que syndicat de la magistrature, on attendait de cette réforme une vraie réforme ambitieuse de repenser la garde à vue, en y introduisant notamment à la fois un contrôle juridictionnel réel de cette mesure de privation de liberté, puisque selon la Constitution, c'est l'autorité judiciaire qui est gardienne des libertés individuelles, et en même temps avec une vraie introduction du contradictoire et des droits de la défense dans cette procédure de garde à vue, surtout des droits de la défense. On est un petit peu déçus par le texte qui devrait être voté aujourd'hui à l'Assemblée nationale, puisqu'il s'avère que, certes,
on introduit l'intervention de l'avocat de façon plus importante qu'elle n'était auparavant, mais de la même manière, ce texte fondamentalement prévoit, dès lors qu'il donne un nouveau droit, de pouvoir déroger à l'exercice de ce droit. Et compte tenu de la situation d'asphyxie de la justice, on craint que ces exceptions deviennent la règle, comme c'était déjà le cas dans la situation antérieure. Avant, l'avocat ne pouvait effectivement que s'entretenir une demi-heure avec son client et n'avait pas accès au dossier. Maintenant, il aura accès, mais non pas à l'entier dossier, mais seulement aux auditions réalisées par son client, ce qui n'apportera pas grand-chose par rapport à la manière, la façon qu'il avait de pouvoir s'entretenir avec lui, puisque en tout cas, il n'aura toujours accès qu'à la position de son client. Et de conseils. Et voilà. Et il ne pourra pas forcément savoir ce que les policiers ont comme argument à opposer à la personne gardée à vue. Par ailleurs, cet avocat, certes, pourra faire des observations qui seront jointes à la procédure, mais par exemple au cours des auditions auxquelles il assiste, il ne pourra pas faire poser des questions par l'enquêteur. Il y a une résistance très nette de certains syndicats de police qui considèrent que cette réforme est faite contre eux, ce qui n'est absolument pas le cas. Enfin, moi, je veux dire que je ne remets absolument pas en cause le travail des enquêteurs au jour le jour, qui est énorme. Je conçois que pour eux, la présence d'un avocat aux auditions consistera à changer en partie leur manière de travailler, ou peut-être la manière dont ils conduisent une audition. Mais néanmoins, quand on a autorisé les avocats à se présenter en garde à vue pour voir leurs clients en 1993, les policiers ou les gendarmes étaient affolés par cette réforme et se sont rendus compte à l'usage que ça ne faisait que donner plutôt plus de crédit à ce qui se passait en garde à vue et que, par ailleurs, le taux d'élucidation ne chutait pas. Ça ne pouvait pas entraver les enquêtes. Hein, non, puisque l'avocat n'avait aucun accès. Donc, oui, mais on disait, à l'époque, en 93, on disait, si l'avocat vient, il va dire à son client de nier. J'ai envie de dire... Il n'a peut-être pas besoin d'un avocat pour ça. Voilà. Il peut trouver cette position tout seul, mais il va dire à son client de nier, il va lui donner le moral, si vous voulez, et les auditions ne donneront plus rien. On a vu que ça ne changeait rien au résultat des enquêtes, et heureusement. Et je crois qu'aujourd'hui, au contraire, si on introduit de la défense, ça va aussi solidifier le travail des enquêteurs, en arrêtant cette suspicion qui pèse sans cesse sur que s'est-il passé en garde à vue. Quand on va devant une cour d'assises, c'est une question posée de manière récurrente aux enquêteurs que de dire qu'est-ce que vous lui avez fait pour obtenir des aveux en garde à vue. Et si l'avocat est là, l'enquêteur pourra dire vous étiez là, maître, et vous savez ce qui s'est passé ou ce qui ne s'est pas passé en garde à vue. Si vous voulez, le principe va donc être que l'avocat assiste son client et d'une manière un peu plus active, plus active qu'auparavant, mais on prévoit quand même que dans certaines hypothèses, le droit à cet avocat pourra être réduit. Sur autorisation du juge des libertés et de la détention, on pourra réduire retarder l'intervention de l'avocat, à condition que on justifie que ça risque de nuire à la procédure. Alors, donc tout est ouvert là. On peut trouver tout motif. Alors, oui. une des raisons, par exemple, est de dire il y a plusieurs mises en cause dans la procédure et il faut en interpeller un deuxième et il ne faut pas qu'il sache qu'il est recherché, par exemple. Ça peut être un motif qui est objectif et qui peut interdire qu'on laisse à un mis en cause, qu'on interdise à un mis en cause ton contact avec la défense. Le texte prévoit aussi que, par exemple, en matière de terrorisme, les avocats qui interviendront en garde à vue soit, alors dans son état actuel, Assemblée nationale, que ces avocats soient choisis sur une liste qui serait établie, je crois, par le Conseil national des barreaux, cherchant en cela à avoir des avocats irréprochables, qui ne seraient pas des avocats qui préviendraient des gens dangereux du milieu ou du terrorisme de leurs éventuelles futures interpellations. Nous, c'est une disposition qui nous choque un peu parce qu'elle semble présupposer que l'avocat d'une personne mise en cause pour terroriste est forcément un avocat malhonnête, ce qui n'est pas le cas, et s'il devait l'être, il y aurait évidemment d'autres moyens de sanctionner ce comportement que de prévoir par essence et à l'avance une liste restreinte d'avocats qui auraient le droit d'intervenir dans ces affaires. Ceci étant, c'est une déclinaison de ce qui se passe en Espagne, je crois, sur ces matières-là. Et l'Espagne a effectivement trouvé bien des manières de lutter contre le terrorisme et a des dispositions assez particulières dans ce sens-là.